Récemment, en 2011, l'actualité internationale a beaucoup évoqué les printemps arabes, mais les printemps arabes qui sont nés au Maghreb, notamment en Tunisie, masquent ce qui s'est passé dans beaucoup de pays de la région, c'est-à-dire en quelque sorte des printemps berbères. La berbérité, les berbères, c'est une question ancienne qui renvoie souvent à la France coloniale et qui semblait avoir été en sommeil. Mais en réalité, le peuple berbère, qui est le peuple originel et originaire d'Afrique du Nord, c'est un peuple qui est aujourd'hui en partage la langue berbère. Une grande partie des berbères ont été arabisés, mais plusieurs dizaines de millions d'entre eux restent berbérophones. On les trouve essentiellement dans plusieurs pays, principalement au Maroc et en Algérie, mais aussi au Sahel, en Libye et en Tunisie, accessoirement aux Canaries, en Égypte. Et puis il y a bien sûr une grande diaspora aussi en Europe. Les Berbères qui ont gardé leur identité, leur langue, ne constituent pas un État. C'est une diaspora très vaste, un peu comme les Kurdes au Moyen-Orient, mais qui politiquement sont beaucoup moins forts que les Kurdes, parce qu'ils appartiennent à des États très puissants, les États du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye, qui justement récemment ont traversé une période de turbulence, voire de révolution. On l'a vu en Tunisie et en Libye. Donc les printemps arabes ont eu incontestablement une dimension démocratique, hein. Il y a une revendication démocratique, et qui dit revendication démocratique dit revendication identitaire et culturelle. Et c'est en cela qu'on a vu ressurgir des demandes anciennes relatives au statut de cette langue, à l'histoire de la région, à la culture de leurs habitants, qui sont noyés dans un grand ensemble arabo-musulman, mais qui ne se résume pas, notamment du point de vue culturel, linguistique, à l'arabité. Il y a plusieurs cultures qui cohabitent, et aujourd'hui ce fait est établi et reconnu en Algérie ou au Maroc par exemple. Et de là à dire qu'il y a une actualité berbère, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a des actualités nationales relatives à la question ou aux questions de la berbérité. Au sein du Maroc même, il y a des grandes régions berbérophones, que ce soit dans le nord, dans le Rif par exemple, ou dans le Souss, ou dans le Moyen Atlas, et on peut dire que ces questions relatives à la berbérité marocaine se posent différemment dans ces régions. Donc à l'intérieur même des pays, il y a des questions qui se posent différemment, a fortiori à l'échelle internationale du Maghreb et à l'échelle internationale de la Méditerranée occidentale. Parce que s'il y a quelque chose qui est une vérité aujourd'hui, c'est que les Berbères sont les berbérophones donc, ceux qui ont gardé cette langue en partage et en trésor en quelque sorte, avec des grands écrivains, avec des grandes personnalités, des chanteurs comme Idir, des footballeurs comme Zidane, etc. Hein, ça c'est un peu pour le folklore, mais c'est vrai que cette identité en partage, elle existe et elle concerne des millions de personnes. Eh bien, cette identité, elle est diasporique sur une très grande échelle. On peut dire en gros des Pays-Bas jusqu'au Mali. Et donc, vous voyez que c'est un espace suffisamment grand pour que on s'intéresse, on s'interroge, on se questionne sur ce peuple, ses différentes facettes et au fond ce qui anime aujourd'hui à la fois ses intellectuels, ses militants, ses écrivains, ses musiciens, etc. Les Berbères de France n'apparaissent pas a priori sur la scène publique quand on s'intéresse à l'immigration, aux immigrés ou aux descendants d'immigrés. Or, paradoxalement, encore une étude récente l'a prouvé, la majorité des dits arabes de France, en provenance du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, sont d'origine et de langue berbérophone, notamment évidemment pour les générations qui ont migré, c'est-à-dire celles des pères ou des grands-pères, parfois des plus jeunes, ou encore des gens décédés.
Donc cette majorité, elle s'explique tout simplement par la source migratoire. La très grande majorité des Algériens qui ont émigré en France du début du XXe siècle jusqu'aux années 70 étaient des Kabyles. Ils n'étaient pas que kabyles, mais ils étaient en grande majorité kabyles, c'est-à-dire des berbérophones de cette région pauvre et très dense de l'Algérie. De même, la majorité des migrants provenance du Maroc sont venus soit du Souss, soit du Rif. Et encore, dans le cas de la Tunisie, qui est pourtant une communauté berbère faune extrêmement limitée, on sait qu'une grande partie des commerçants sont d'origine de Djerba. De sorte, par exemple, que si on prend l'exemple d'un certain nombre de business ethniques, entre guillemets, comme l'épicerie ou la restauration ou l'hôtellerie en France et en région parisienne ou en région marseillaise, la quasi-totalité de ce business est tenue par des réseaux d'origine berbère et par des berbères. Alors évidemment, aujourd'hui, l'actualité en France, elle se pose d'une manière complexe parce que il n'y a pas, c'est déjà très difficile au Maghreb de poser cette question. C'est encore plus difficile en France dans la mesure où, au lendemain des indépendances et à l'initiative des mouvements nationalistes arabes ou arabo-musulmans revendiqués, on a expliqué que, au fond, d'une part, non seulement les Berbères de France étaient des Arabes, mais d'autre part que la France avait joué, voire même avait inventé, ça a été dit, la berbérité comme un facteur de division des sociétés d'Afrique du Nord, du Maghreb. Et il en reste un poids, une culpabilité dont les jeunes générations de militants, d'intellectuels se sont affranchis, parce que la question coloniale, quand même, c'est une question maintenant très ancienne, qui a plus d'un demi-siècle d'éloignement par rapport à nous. Et c'est pourquoi, cela dit, il a fallu longtemps pour que cette question revienne à la surface, qu'elle soit reprise en charge par des instituts universitaires, par des militants, par certains hommes politiques français. On sait par exemple que récemment a été créée en Île-de-France, à Drancy, une maison des Berbères d'Île-de-France. Je crois, à ma connaissance, que c'était la première instance associative importante créée en France où peuvent se développer des activités culturelles. Alors cela étant dit, il y a aussi des instances universitaires qui ont été créées de longue date à Aix-en-Provence, à l'INALCO, c'est-à-dire l'Ox-Oriental à Paris, ou à Paris 8. Hein, dans certaines universités, il y a eu des thèses, il y a eu des mémoires, il y en a toujours, il y a des études, il y a des filières qui ont fabriqué en quelque sorte des intellectuels berbérophones, beaucoup de linguistes, mais aussi des hommes et des femmes qui ont travaillé dans le domaine des sciences sociales. Certains sont partis enseigner au Maghreb, d'autres sont restés en France, d'autres ont changé d'activité, mais tous ont gardé au fond une conscience qu'ils ont essayé de diffuser autour d'eux. Et donc, avec les événements qui se sont déroulés, dont on parlait à l'instant, en 2011 et à la suite, on peut dire que grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux, il y a aujourd'hui une sorte de fusion, non pas de la berbérité, parce que ça serait très ambitieux, mais en tout cas une fusion des informations qui s'opèrent dans les milieux diasporiques, dans la diaspora française, avec des extensions en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et ailleurs, et donc de très nombreux journaux en ligne, médias sociaux, réseaux associatifs existent aujourd'hui par le biais d'Internet, et donc cette circulation et ce rôle aujourd'hui des Berbères de France, il s'exprime beaucoup par ces médias, et c'est en quoi il y a une actualité d'une certaine manière de la question berbère en France, en diaspora et en Europe. Ce colloque que nous organisons à la Sorbonne les 19 et 20 mai 2015 s'intitule « La question berbère depuis 1962, amnésie, renaissance et soulèvement ». Les mots ont été choisis. D'abord parce que nous avons voulu présenter sur la scène universitaire française une question très souvent oubliée, pour ne pas dire totalement oubliée, voire marginalisée, parce qu'elle ne répond pas aux vœux des États d'origine, des États du Maghreb,
mais aussi parce que en France, encore une fois, cette question a été oubliée. Elle a été oubliée parce qu'elle est compliquée. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai écrit, on est dans une très grande ignorance des questions sociales, historiques, relatives aux sociétés d'Afrique du Nord. Ce sont des sociétés complexes. L'Afrique du Nord approche les 100 millions d'habitants. Avec le Sahel, la Libye, la Mauritanie. Hein, donc on est face à un bloc de population qu'il est très difficile d'appréhender globalement avec des idées très simples. Donc l'idée de ce colloque, c'est de dire que parmi cette centaine de millions d'habitants de l'Afrique du Nord, il y a 20 à 30 millions de berbérophones qui ont une histoire. Leur histoire ne s'est pas arrêtée avec l'Algérie française. Elle s'est au contraire complexifiée. Elle est sortie d'un certain nombre de formes un peu anciennes, de complexes, et elle s'est diffusée en Europe par le biais des diasporas. Hein. Voilà, donc il n'y a pas eu de colloque sur cette question depuis au moins une vingtaine d'années. Il y avait eu un grand colloque sur la révolte d'Abdelkrim au début des années 70 à Paris 8. Il y en a eu d'autres par la suite, mais depuis une vingtaine d'années, on peut dire que cette question, alors qu'on parle très souvent des cultures dominées, d'un certain nombre de cultures plus ou moins marginales, on peut dire que plus c'est gros, plus ça ne se voit pas, plus c'est invisible, et donc il s'agissait de rendre une centralité à cette question qui est une question linguistique, culturelle, sociale, historique. Et on a voulu dans ce colloque donner la priorité à l'histoire, à la sociologie, à la politologie, et notamment à l'histoire parce qu'il s'agissait de retracer l'itinéraire de ces sociétés, de ces groupes humains aux portes de l'Europe, voire pour certains en Europe, présents en Europe, depuis 50 ans, depuis une cinquantaine d'années. Donc que s'est-il passé entre 1962, quand les Français ont voulu refermer le livre de leur histoire coloniale et par là même leur contact avec ces sociétés pour une grande part, et aujourd'hui où des révolutions ont eu lieu en 2011, qui sont des révolutions inachevées, complexes, qui sont des processus qui ont remis en circulation un certain nombre d'idées de revendications démocratiques. Comment relire aujourd'hui la question berbère au prisme de ces événements récents? Il s'agissait donc de faire venir des spécialistes internationaux en provenance du monde anglo-saxon, en provenance d'Europe, en provenance du Maghreb et bien sûr des personnalités diverses, des jeunes de toute génération présents en France notamment, pour nous présenter les différentes facettes de cette histoire récente et mal connue. Alors il y a eu le temps de l'enfouissement des années 60 aux années 80, à 1980, on peut dire que la question berbère a été en quelque sorte comme enterrée vivante. Et puis il y a eu un lent travail de reconstruction culturelle qui s'est manifesté notamment lors du printemps kabyle en 1980, qui a connu depuis lors des secousses, des répliques lors des événements d'Algérie en 2001. Au lendemain de la guerre civile, il y a eu des répliques aussi qui se sont opérées au Maroc, notamment cette même année 2000 avec le manifeste berbère. Et puis aussi une reconnaissance progressive de ce fait culturel qui est porté par les États marocains et par l'État algérien, dans une sorte de compétition à la fois aussi difficile à décrire que complexe, mais bien réelle, puisqu'aujourd'hui la berbérité est un phénomène culturel, social et linguistique reconnu par les États du Maroc et d'Algérie, et très récemment par les États tunisiens et libyens. Il faut dire qu'en Libye, cette question avait été totalement étouffée par Kadhafi. Donc vous voyez que il ne s'agit pas de faire une actualité brûlante d'un certain nombre d'événements qui ont été beaucoup médiatisés, par exemple comme le soulèvement des Touaregs au Mali, comme des problèmes économiques et sociaux qui sont très douloureux parfois. Mais il s'agit plutôt de reprendre en termes d'histoire longue l'épopée, le devenir de ces sociétés et de le faire avec une distance critique, de le faire avec une bonne volonté, et de le faire sans exclusive nationale, en essayant de restaurer la complexité de ces phénomènes du point de vue culturel, mais aussi du point de vue de la circulation, encore une fois,
de l'information, de la circulation rendue possible non seulement par le déplacement des hommes, mais par le déplacement des idées et par le déplacement de l'information sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information. Voilà. Voilà, donc vous êtes vivement attendu à ce colloque qui se déroulera très prochainement à la Sorbonne et dont on espère qu'il se déroulera dans les meilleures conditions, qui donnera lieu à publication et surtout à réflexion.